Mon fils m'a dit devant sa femme, « Marianne a tout construit seule, contrairement à toi qui n'as jamais rien risqué. » Le silence qui a suivi était glacial. Mais quand j'ai sorti ces vieux papiers jaunis du tiroir, quand j'ai montré les documents de vente du vignoble familial, son visage s'est décomposé. Il venait de découvrir que toute sa fortune, toute sa carrière brillante, tout ce dont il était si fier, tout reposait sur un sacrifice qu'il ignorait depuis 43 ans. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Je m'appelle Jean-Pierre Moreau, j'ai 74 ans et j'ai été boulanger artisanal toute ma vie dans notre petit village de Centenay, en Bourgogne. Quand les gens pensent à un boulanger de village, ils imaginent quelqu'un de simple, qui n'a jamais quitté sa petite bulle, qui s'est contenté de pétrir sa pâte sans ambition. Mon fils Étienne, 45 ans aujourd'hui, fait partie de ces gens-là. Il me voit comme un homme qui n'a jamais osé rêver grand, qui s'est satisfait de sa condition modeste, pendant que d'autres, comme sa femme Marianne, ont eu le courage de se battre pour réussir. Si seulement il savait. Tout a commencé le 23 décembre dernier. Étienne et Marianne devaient venir passer Noël chez moi pour la première fois depuis le décès de ma Cécile, il y a 10 ans. D'habitude, ils m'invitaient à Lyon dans leur appartement bourgeois du 6e arrondissement. Mais cette année, Marianne avait insisté pour découvrir mes racines, comme elle disait. Je pense plutôt qu'elle voulait voir de ses propres yeux à quel point mon mode de vie était rustique. J'avais préparé ce dîner pendant des semaines. Pas parce que je voulais les impressionner. À mon âge, on ne cherche plus à épater qui que ce soit, mais parce que c'était la première fois que la maison allait revivre un peu. Depuis la mort de Cécile, les pièces résonnaient du silence. Les murs semblaient avoir perdu leur couleur. Même mon four à pain, que j'avais construit de mes mains dans les années 70, ne chantait plus comme avant. Ce jour-là, j'avais sorti la belle vaisselle, celle que Cécile avait héritée de sa grand-mère. Des assiettes en porcelaine de Limoges avec des petites fleurs bleues que nous n'utilisions que pour les grandes occasions. J'avais ciré la table en chêne massif que j'avais fabriqué moi-même pendant notre première année de mariage. Cécile riait toujours en disant que cette table était plus solide que notre maison. Le menu, je l'avais pensé traditionnel, un coq au vin de Bourgogne avec des pommes de terre grenaille et des champignons de Paris sautés à l'ail. Pour le dessert, une tarte tatin que ma défunte épouse réussissait à la perfection et dont elle m'avait transmis tous les secrets. J'avais même sorti une bouteille de Gevrey Chambertin, 1998, un vin que je gardais précieusement depuis des années pour une occasion spéciale. Ils sont arrivés vers 17h dans leur Audi Q7 noir. Même garée devant ma petite maison de pierre, elle avait l'air de venir d'une autre planète. Marianne est descendue la première, élégante comme toujours dans son manteau en cachemire beige et ses bottes en cuir italien. Elle a regardé autour d'elle avec ce sourire poli qu'elle arbore quand elle veut cacher son inconfort. « Bonjour Jean-Pierre », m'a-t-elle dit en m'embrassant sur les joues. Toujours cette politesse un peu froide, distante. En disant elle ne m'a jamais appelé papa, encore moins beau-père. Pour elle, je reste Jean-Pierre, le père de son mari, une obligation familiale qu'elle tolère par amour pour Étienne. Mon fils est sorti de la voiture avec son air pressé habituel, déjà en train de consulter son téléphone. Il portait un pull en cachemire noir sous sa veste en cuir, des chaussures qui coûtaient probablement plus que ma retraite mensuelle. Il m'a fait la bise rapidement, distraitement. « Salut papa, ça va ? Ça va bien mon fils. Entrez donc, vous devez avoir froid. » Le contraste entre ma cuisine rustique et leur élégance parisienne était saisissant. Marianne s'est assise délicatement sur une des chaises cannées que j'avais restaurées l'année dernière, en prenant soin de ne pas froisser sa jupe. Étienne s'est installé face à elle, a posé son téléphone sur la table et a enfin daigné lever les yeux vers moi. « Tu as fait tout ça tout seul ?» m'a-t-il demandé en regardant la table dressée. Bien sûr, qui d'autre l'aurait fait? Il a eu ce petit rire gêné qu'il a toujours eu quand il ne sait pas quoi dire.
Marianne, elle, observait les murs de ma cuisine avec une attention presque anthropologique, comme si elle étudiait les us et coutumes d'une tribu primitive. « C'est authentique », a-t-elle fini par dire. Dans sa bouche, le mot sonnait presque comme une excuse. J'ai servi l'apéritif, un kir royal avec de la crème de cassis de Dijon que je fais venir directement du producteur. Marianne a pris une petite gorgée Polite. Étienne a vidé son verre d'un trait. L'alcool a semblé le détendre un peu. « Alors papa, quoi de neuf dans ton petit royaume ?» Son ton était taquin, mais je sentais cette pointe de condescendance qui s'était installée entre nous au fil des années. Depuis qu'il avait réussi dans les affaires, depuis qu'il gagnait en un mois ce que je gagnais en un an, notre relation avait changé. Il me regardait comme on regarde un parent vieillissant qu'on aime bien, mais dont on plaint secrètement les choix de vie. Oh, tu sais, les journées se ressemblent. Je fais encore un peu de pain pour les voisins, je m'occupe du potager, je lis beaucoup. Toujours pas envie de vendre cette baraque pour venir vivre plus près de nous ? A-t-il insisté. Lyon, ce n'est qu'à 1h30. Tu pourrais avoir un bel appartement, proche des commerces, des médecins. C'était un refrain que j'entendais depuis des années. Étienne ne comprenait pas pourquoi je m'obstinais à rester dans ce village de 800 habitants, où, selon lui, il ne se passait jamais rien. Pour lui, ma vie était une succession de petites habitudes sans intérêt, un gâchis tranquille. Cette maison, c'est ma vie, Étienne. C'est là que j'ai vécu avec ta mère. C'est là qu'elle repose maintenant. Maman est enterrée au cimetière, papa, pas dans la cuisine, a-t-il répliqué avec cette ironie qui me blessait toujours. Marianne a posé sa main sur celle de son mari. Étienne a raison, Jean-Pierre. À votre âge, il faudrait penser au côté pratique. Les escaliers, l'isolation, l'entretien. Cette maison est trop grande pour vous seul. Voilà bien, Marianne. Toujours pratique, toujours rationnelle. Elle voyait ma maison comme un problème à résoudre, pas comme un lieu chargé de souvenirs et d'émotions. Pour elle, tout se résumait à une question d'optimisation. Espace, coût, efficacité. Et puis, a ajouté Étienne, tu pourrais enfin profiter un peu de la vie. Voyager, sortir, rencontrer du monde. Profiter de la vie? J'ai eu un petit sourire. Tu crois que je ne profite pas de la vie, mon fils? Enfin, papa, sois honnête. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Tu te lèves, tu nourris tes poules, tu fais ton pain, tu arroses ton potager, tu regardes la télé et tu vas te coucher. C'est ça, ta vie? Sa description était exacte, mais elle sonnait comme un réquisitoire. Dans sa bouche, ma routine quotidienne devenait pathétique, vide de sens. Je fais ce qui me rend heureux, ai-je répondu simplement. Mais est-ce que tu es vraiment heureux? A insisté Marianne avec cette sollicitude professionnelle qu'elle devait utiliser avec ses clients. Ou est-ce que vous vous contentez de ce que vous avez toujours fait par habitude? J'ai senti une bouffée d'agacement monter en moi. Ils étaient là depuis moins d'une heure et déjà, ils recommençaient leur petit numéro habituel. L'intervention bienveillante pour me convaincre que ma vie était ratée. « Écoute, Marianne, ai-je dit en m'efforçant de garder un ton calme, j'ai 74 ans. J'ai eu le temps de réfléchir à ce qui me rend heureux, et figure-toi que ce n'est pas forcément ce qui vous rendrait heureux, vous. »« Mais papa, » a repris Étienne, « on ne dit pas ça méchamment. On s'inquiète pour toi, c'est tout. Tu vieillis, tu es seul. Je ne suis pas seul. J'ai mes voisins, j'ai mes habitudes, j'ai mes souvenirs. » « Tes souvenirs ?» Il a soupiré. « Papa, maman est morte il y a 10 ans. Il va falloir tourner la page à un moment donné. » Cette phrase m'a transpercé comme une lame. Tourner la page. Comme si l'amour de toute une vie était un chapitre qu'on referme quand il devient encombrant. Comme si 42 ans de mariage se résumaient à une nostalgie qu'il faut dépasser pour être moderne et efficace. Je n'ai aucune envie de tourner cette page, ai-je répondu sèchement. Ta mère et moi, nous avons construit quelque chose ici. Cette maison, ce jardin, cette vie, elle fait partie de moi. Marianne et Étienne ont échangé un regard. Un de ces regards de couple qui en disent long, où se mélangent la complicité et l'exaspération face à ce vieux père obstiné qui refuse de voir la réalité en face.
J'ai servi le dîner pour couper court à cette conversation qui m'agaçait. Le coq au vin était parfait, les pommes de terre fondantes, les champignons parfumés. Mais l'atmosphère restait tendue, plombée par cette discussion qui tournait en rond depuis des années. « C'est délicieux », a reconnu Marianne. « Vous cuisinez vraiment bien. »« Merci. C'est ta mère qui m'a appris », ai-je dit à Étienne. Elle était extraordinaire en cuisine. « Oui, je me souviens », a-t-il murmuré. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. Puis Étienne a repris la parole, comme s'il ne pouvait pas s'empêcher de revenir sur le sujet. « Tu sais, papa, je ne comprends toujours pas pourquoi tu refuses notre aide. On pourrait t'aider financièrement pour l'appartement, pour les frais de déménagement. Je n'ai pas besoin de votre aide financière. Papa, soyons sérieux. Avec ta petite retraite, ma petite retraite me suffit parfaitement. Mais enfin, s'est énervée Marianne, pourquoi refuser par principe? Étienne gagne très bien sa vie. Nous n'avons pas d'enfants. Nous pouvons nous permettre de vous aider. C'est même notre devoir. Notre devoir. Le mot était lâché. Pour eux, je n'étais plus qu'un devoir familial, une obligation morale qu'ils assumaient avec plus ou moins de bonne grâce. Je n'ai jamais demandé à être votre devoir. Ai-je répliqué plus sèchement que je ne l'aurais voulu? Papa, ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Si, c'est exactement ce qu'elle voulait dire. Et c'est exactement ce que toi tu penses aussi. Le silence s'est installé. Un silence lourd, embarrassé. Marianne tripotait nerveusement sa serviette. Étienne fixait son assiette. « Bon, » a fini par dire mon fils, « on peut peut-être changer de sujet. » « Excellente idée, » ai-je acquiescé. Mais le mal était fait. Cette tension sourde qui couvait entre nous depuis des années venait d'éclater au grand jour. Il me voyait comme un vieil homme têtu qui s'accrochait à un mode de vie dépassé, et moi, je les voyais comme deux bourgeois condescendants qui confondaient réussite sociale et réussite humaine. J'ai servi le vin de Bourgogne en essayant de détendre l'atmosphère. Goûtez-moi ça. C'est un Gevrey Chambertin 1998. Une très bonne année. Étienne a fait tourner le vin dans son verre avec des gestes de connaisseur. Pas mal, a-t-il concédé. Ça doit valoir combien une bouteille comme ça? Dans les 80 € aujourd'hui, je pense. Il a sifflé, impressionné. Tu te fais plaisir, dis donc. Moi qui pensais que tu tirais sur tous les sous. Je ne tire pas sur tous les sous. Je dépense différemment, c'est tout. Différemment, oui. Il a bu une gorgée. Tu sais, papa, parfois je me demande si tu te rends compte de la chance que tu as eue. La chance? Oui, la chance d'avoir pu vivre une vie simple, sans pression, sans stress. Tu t'es levé tous les matins pour faire ton pain. Tu as eu tes petits clients fidèles. Tu as vécu tranquillement avec maman dans votre petit cocon. Vous n'avez jamais eu à vous battre vraiment. J'ai failli m'étrangler avec mon vin. On n'a jamais eu à se battre? Enfin, je veux dire, vous avez eu vos difficultés, bien sûr, mais vous n'avez jamais pris de vrais risques. Vous vous êtes contenté de ce que vous aviez, sans chercher à aller plus loin. Marianne a approuvé d'un hochement de tête. Étienne a raison. Vous avez eu une vie protégée en quelque sorte. Loin de la compétition, loin des enjeux économiques. Moi, par exemple, j'ai dû me battre pour chaque promotion, pour chaque client, pour construire ma carrière dans un milieu d'hommes qui ne me faisait aucun cadeau. Et moi, a renchéri Étienne, j'ai dû prendre des risques énormes pour arriver où je suis. Changer d'entreprise au bon moment, investir mes économies dans des start-up, accepter des postes à l'étranger. Si j'avais eu votre mentalité d'éviter les risques, je serais resté petit employé toute ma vie. Éviter les risques, ai-je répété lentement. Papa, ne le prends pas mal, il n'y a pas de honte à préférer la sécurité, mais reconnais au moins que vous n'avez jamais vraiment risqué grand-chose, maman et toi. Cette conversation prenait une tournure que je n'aimais pas. J'avais l'impression d'être jugé, condamné pour un crime que je n'avais pas commis. Crime de médiocrité, crime de petitesse, crime d'avoir vécu une vie simple et honnête au lieu de courir après l'argent et la réussite sociale. Tu crois vraiment qu'on n'a jamais pris de risque? Ai-je demandé à mon fils.
Bon papa, ne joue pas sur les mots. Bien sûr, vous avez pris des risques. Tout le monde prend des risques. Mais des vrais risques, des risques qui peuvent changer une vie, qui peuvent faire qu'on gagne tout ou qu'on perde tout. Non, franchement, vous avez toujours privilégié la sécurité. Marianne a posé sa main sur celle d'Étienne. Ce que veut dire Étienne, c'est que vous avez choisi la sagesse. Et c'est très respectable. Mais aujourd'hui, dans notre société, il faut savoir prendre des risques calculés pour s'en sortir. Des risques calculés, ai-je murmuré. Exactement. Moi, par exemple, quand j'ai quitté mon premier cabinet pour créer le mien, c'était un risque énorme. J'ai hypothéqué notre appartement, j'ai utilisé toutes nos économies, j'ai travaillé 80 heures par semaine pendant 3 ans. Mais ça a payé. Aujourd'hui, mon cabinet emploie 15 personnes et on a une clientèle de prestige. Pareil pour moi, a ajouté Étienne. Quand l'opportunité s'est présentée chez Techno6, j'aurais pu rester dans ma petite boîte lyonnaise où j'avais mes habitudes, ma sécurité d'emploi. Mais j'ai pris le risque. Et regardez où ça m'a mené. Techno6. Le nom a résonné étrangement dans ma tête. Techno6, la société où Étienne était devenu directeur commercial Europe, celle qui lui payait un salaire à 6 chiffres et des primes qui dépassaient mon chiffre d'affaires annuel d'autrefois. Techno6, dont il était si fier, dont il parlait comme de sa création personnelle. Techno6, ai-je répété. Tu travailles chez Techno6 depuis combien d'années? 10 ans maintenant. Pourquoi? Comme ça. Et tu sais comment cette société a été créée? Il a haussé les épaules. C'est une start-up des années 80 qui a développé des logiciels de gestion pour l'industrie. Ils ont eu l'idée géniale d'adapter leur programme aux besoins spécifiques de chaque client. Aujourd'hui, c'est un des leaders européens du secteur. Et tu sais qui l'a fondé? Un certain Michel Durand et ses associés. Pourquoi toutes ces questions, papa? Michel Durand. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Après toutes ces années, entendre ce nom dans la bouche de mon fils était troublant. Michel Durand, ai-je murmuré. Tu le connais? A demandé Marianne, intriguée. On peut dire ça. Étienne m'a regardé bizarrement. Comment tu peux connaître Michel Durand? C'est un des pionniers de l'informatique française, il brasse des millions d'euros. Et alors, tu crois que les boulangers de village n'ont pas le droit de connaître des gens importants? Mon ton était devenu ironique malgré moi. Étienne a froncé les sourcils. Papa, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je veux dire que Michel Durand était à la faculté de sciences avec ta mère. Ils étaient même assez proches. Maman connaissait Michel Durand. Étienne semblait stupéfait. Mais elle n'a jamais fait d'études scientifiques. Détrompe-toi, ta mère avait une licence de mathématiques. Elle était même brillante. Mais quand on s'est mariés, elle a abandonné ses études pour m'aider à la boulangerie. Le silence s'est fait autour de la table. Je voyais bien que cette révélation les déstabilisait. Marianne, surtout, me regardait avec des yeux ronds. Cécile avait une licence de mathématiques, a-t-elle répété incrédule. Cécile était très intelligente. Plus que moi, en tout cas. Mais dans les années 70, les femmes n'avaient pas les mêmes opportunités qu'aujourd'hui. Surtout quand elles épousaient des artisans de village. Mais papa, a bégayé Étienne, pourquoi tu ne nous l'as jamais dit? Tu ne me l'as jamais demandé. Et puis, ta mère préférait ne pas en parler. Elle disait que ça ne servait à rien de ressasser le passé. Donc maman connaissait le fondateur de Techno6. A récapitulé Étienne lentement, comme s'il essayait de comprendre quelque chose d'important. Elle le connaissait même très bien. Ils travaillaient ensemble sur un projet de fin d'études. Michel développait déjà des algorithmes de gestion et ta mère l'aidait pour les calculs mathématiques. C'est incroyable, a murmuré Marianne. Qu'est-ce qui est incroyable? Que ma femme ait eu un cerveau? Que les boulangers de village puissent avoir des épouses intelligentes? Ma remarque était acerbe. Je commençais à en avoir assez de leurs airs ébahis, comme si découvrir que Cécile avait eu une vie intellectuelle avant moi relevait du prodige. Non, ce n'est pas ça, s'est défendu Étienne. C'est juste que ça change la perspective sur les choses.
Quelle perspective! Eh bien, si maman était si proche de Michel Durand, si elle avait ce niveau d'études, elle aurait pu avoir une carrière brillante. Elle a eu une carrière brillante. Elle a été ma femme, ta mère, et la meilleure boulangère de la région. Papa, tu sais très bien ce que je veux dire. Non, je ne sais pas. Marianne s'est mêlée à la conversation. Jean-Pierre, Étienne essaie juste de dire que, avec le recul, on peut se demander si Cécile n'a pas sacrifié ses ambitions pour votre vie de couple. Sacrifier ses ambitions? J'ai posé mon verre un peu brutalement. Et qui vous dit qu'elle avait des ambitions? Qui vous dit qu'elle ne préférait pas élever son fils et tenir sa maison plutôt que de courir après une carrière? Mais enfin, papa, s'est agacé Étienne, soyons réalistes. Une femme avec une licence de mathématiques dans les années 70, qui connaît le futur fondateur d'une multinationale, elle aurait pu faire des choses extraordinaires. Elle a fait des choses extraordinaires. Elle t'a élevé, elle a tenu notre foyer, elle a aidé à faire de la boulangerie une affaire prospère. Papa, arrête. Tu sais très bien que ce n'est pas pareil. Non, je ne sais pas. Explique-moi en quoi élever un enfant, c'est moins bien que de faire fortune dans l'informatique. Marianne a levé la main pour calmer le jeu. Personne ne dit que c'est moins bien, Jean-Pierre, mais reconnaissez qu'avec son profil, Cécile aurait pu avoir plus d'options. Plus d'options. J'ai eu un rire amer. Vous savez quoi? Je vais vous dire ce que je pense de vos options. Je pense que vous confondez réussite et bonheur. Je pense que pour vous, une vie réussie, c'est une vie où on gagne beaucoup d'argent, où on a un beau titre sur sa carte de visite, où on roule en voiture de luxe. Ce n'est pas faux, a admis Marianne. Dans notre société, c'est effectivement ça, la réussite. Eh bien, moi, j'ai une autre définition de la réussite. Pour moi, une vie réussie, c'est une vie où on est heureux avec la personne qu'on aime, où on élève ses enfants dans de bonnes valeurs, où on est respecté par ses voisins, où on se couche le soir en paix avec sa conscience. C'est très beau, papa, mais c'est un peu naïf. Naïf? J'ai regardé mon fils droit dans les yeux. Tu trouves naïf d'être heureux? Non, mais... Enfin, papa, il faut être lucide. Aujourd'hui, sans argent, on ne peut pas grand-chose. Sans réseau, sans statut social, on reste marginal. Marginal. J'ai savouré le mot. Tu veux dire comme moi? Étienne a rougi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, c'est exactement ce que tu voulais dire. Pour toi, je suis marginal. Un petit boulanger de village qui n'a jamais rien compris aux enjeux du monde moderne. Papa, arrête de déformer mes paroles. Je ne déforme rien du tout. Depuis le début de ce repas, tu passes ton temps à m'expliquer que j'ai raté ma vie, que j'aurais dû prendre plus de risques, que j'aurais dû être plus ambitieux. Mais non, mais si. Et Marianne avec ses grands airs, qui me regarde comme un spécimen curieux dans un zoo anthropologique. Jean-Pierre, vous exagérez. J'exagère. Je commençais à perdre mon calme. Vous débarquez ici avec vos beaux habits et vos bonnes manières pour me faire la leçon sur la façon de vivre ma vie. Vous me dites que ma maison est trop grande, que mes habitudes sont ringardes, que je devrais vendre mes affaires pour venir m'installer près de vous. Et quand j'ose défendre mes choix, j'exagère. Le ton était monté. Nous nous disputions ouvertement maintenant, et cela faisait du bien de vider enfin mon sac. « Papa, calme-toi », a dit Étienne. On ne voulait pas te blesser. Alors arrêtez de me juger. Arrêtez de croire que votre façon de vivre est la seule valable. Arrêtez de me prendre pour un pauvre type qui a gâché sa vie. Mais papa, on ne te prend pas pour un pauvre type. Ah non? Alors pourquoi tu passes ton temps à me dire que je n'ai jamais pris de risque? Pourquoi tu me regardes comme si j'étais un has-been qui a manqué sa vie? Marianne s'est levée brusquement. Bon, je crois qu'on devrait peut-être partir. La discussion dérape. Non, ai-je dit fermement. Asseyez-vous. Maintenant qu'on a commencé, autant aller au bout. Elle m'a regardé avec surprise, mais elle s'est rassise. Tu veux savoir si j'ai pris des risques dans ma vie, Étienne? Ai-je repris. Tu veux vraiment savoir? Papa, laisse tomber, on n'aurait pas dû... Si,
On aurait dû. Il était temps qu'on ait cette conversation. Il était temps que tu découvres qui est vraiment ton père. J'ai repoussé ma chaise et je me suis levé. Mon cœur battait fort, mes mains tremblaient légèrement. Après 43 ans de silence, j'allais enfin parler. J'allais enfin leur dire la vérité. Restez assis tous les deux. Je reviens. Je suis sorti de la cuisine et j'ai monté l'escalier en bois qui grinçait à chaque marche. Dans ma chambre, j'ai ouvert l'armoire où je rangeais les affaires de Cécile. Tout au fond, derrière les robes qu'elle ne porterait plus jamais, il y avait une vieille boîte en carton. Une boîte que je n'avais pas ouverte depuis des années, mais que je n'arrivais pas à jeter. J'ai pris la boîte et je suis redescendu à la cuisine. Étienne et Marianne n'avaient pas bougé, mais je voyais qu'ils s'interrogeaient du regard. « Qu'est-ce que c'est » a demandé mon fils. Sans répondre, j'ai posé la boîte sur la table et j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, il y avait des documents jaunis par le temps, des photos, des lettres. Toute une partie de ma vie que j'avais cachée pendant des décennies. J'ai sorti une liasse de papier et je les ai étalés sur la table, devant Étienne et Marianne. Tu veux savoir si j'ai pris des risques ? Regarde. Étienne s'est penché vers les documents que je venais d'étaler sur la table. Ses yeux parcouraient les papiers jaunis avec une curiosité mêlée d'appréhension. Marianne, elle, était restée figée, comme si elle pressentait que ces vieux papiers allaient bouleverser quelque chose. Le premier document était un acte de vente, daté du 15 mars 1982. Étienne a lu le titre à voix haute. Vente de propriété viticole, vignoble de la Côte d'Or. Il a relevé les yeux vers moi, perplexe. « Papa, qu'est-ce que c'est que ça ?» Continue à lire. Ses yeux sont descendus vers les détails de l'acte. Je voyais son visage changer d'expression au fur et à mesure qu'il découvrait les informations. Vendeur, Jean-Pierre Moreau et Cécile Moreau nés Dubois. Acquéreur, Société immobilière de Bourgogne, montant de la vente, 850 000 francs. Il s'est arrêté net. « Papa, vous aviez un vignoble ?» Nous avions un vignoble. Mais quand ça? Où ça? Et pourquoi vous ne m'en avez jamais parlé? J'ai pris une grande inspiration. Voilà, le moment était venu. Après 43 ans de silence, j'allais enfin tout dire. Ce vignoble, nous l'avions hérité des parents de ta mère en 1978. 8 hectares de Gevrey-Chambertin, avec une maison de maître et des installations complètes, une propriété qui valait une fortune, même à l'époque. Marianne s'est penchée à son tour pour regarder les documents. 8 hectares de Gevrey-Chambertin, mais c'est un des terroirs les plus prestigieux de Bourgogne. Aujourd'hui, ça vaudrait plusieurs millions d'euros, ai-je complété. Oui, je sais. Étienne me regardait comme s'il me découvrait pour la première fois. Mais papa, si vous aviez ça, pourquoi vous êtes resté dans la boulangerie? Pourquoi vous n'avez pas développé le domaine? Parce qu'on n'y connaissait rien en viticulture. Et puis, gérer un domaine viticole, ça demande des investissements énormes, des compétences techniques, un réseau commercial. Nous, on était des boulangers, pas des vignerons. Mais vous auriez pu apprendre, vous auriez pu vous faire conseiller. C'est ce qu'on a essayé de faire pendant 4 ans, de 1978 à 1982. On a fait appel à des œnologues, on a investi nos économies dans du nouveau matériel, on a essayé de moderniser les installations. J'ai sorti d'autres documents de la boîte, des factures, des devis, des courriers de banque. Regardez. Facture établissement Mercier, 45 000 francs pour des cuves inox. Facture Bouchard Frères, 38 000 francs pour du matériel de vinification. Emprunt Crédit Agricole, 120 000 francs sur 15 ans. Étienne épluchait les papiers avec une attention fascinée. Je voyais qu'il commençait à comprendre l'ampleur de ce que nous avions tenté. « Papa, vous avez investi tout ça et plus encore. Pendant 4 ans, nous avons vécu sur les dents. Ta mère travaillait à la boulangerie la journée et étudiait la viticulture le soir. Moi, je me levais à 4 heures pour préparer le pain et je filais au vignoble l'après-midi. On dormait 5 heures par nuit. Et moi, qu'est-ce que je faisais pendant ce temps? Tu avais entre 5 et 9 ans. Tu passais tes après-midi chez Madame Girard, notre voisine.
Tu ne comprenais pas pourquoi papa et maman étaient toujours fatigués, toujours stressés. Je me souvenais de cette époque avec une précision douloureuse. Ces 4 années avaient été les plus difficiles de notre vie. Cécile et moi, nous nous étions lancés dans cette aventure avec l'enthousiasme des débutants, persuadés qu'avec de la bonne volonté et du travail acharné, nous arriverions à faire quelque chose de ce domaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez vendu? J'ai sorti une autre série de documents. Des relevés de comptes, des lettres de relance, des mises en demeure. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est planté, magnifiquement planté. Notre première vendange, en 1979, a été catastrophique. On avait mal calculé les dosages, mal maîtrisé la fermentation. Sur 400 hectolitres de production, on n'a pu vendre que 120 hectolitres. Le reste était imbuvable. Imbuvable? Imbuvable. Même pour faire du vinaigre. Ta mère en a pleuré pendant des semaines. Elle se sentait responsable. Elle disait qu'elle avait raté ses calculs, qu'elle n'était pas assez compétente. La voix m'a manqué un instant. Revoir ma Cécile en larmes dans cette cave, entourée de dizaines de fûts de vin ratés, ça restait un de mes souvenirs les plus douloureux. 1980 a été un peu mieux, ai-je repris. On avait appris de nos erreurs. On s'était fait conseiller par un œnologue de Nuit Saint-Georges. Mais on était déjà très endettés et la qualité n'était toujours pas au niveau des attentes du marché. Marianne examinait les relevés bancaires avec son œil d'avocat. Je vois des découverts importants et des frais d'agios considérables. Nous étions dans le rouge en permanence. La boulangerie nous rapportait juste de quoi survivre et le vignoble nous coûtait plus qu'il ne rapportait. En 1981, la banque a menacé de saisir les biens. « Et vous avez vendu », a murmuré Étienne. On a vendu. En mars 1982, à un promoteur immobilier qui voulait lotir une partie du terrain et revendre le reste à un grand négociant. 850 000 francs, a lu Marianne. Ça représente combien aujourd'hui? Environ 300 000 euros, peut-être un peu plus. 300 000 euros? Étienne semblait abasourdi. Mais c'est énorme. Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Voilà. Nous y étions. Le cœur du secret que j'avais gardé pendant plus de 40 ans. J'ai sorti le dernier document de la boîte. Un document que je n'avais plus regardé depuis des décennies, mais dont chaque ligne était gravée dans ma mémoire. Voici ce que nous avons fait de cet argent. J'ai posé devant eux un contrat d'investissement, daté du 22 mars 1982, soit une semaine après la vente du vignoble. Étienne a pris le document et a commencé à lire. Mais au bout de quelques lignes, ses mains se sont mises à trembler. Contrat d'investissement, société en formation, Technosys SARL. Investisseur, Jean-Pierre Moreau, montant, 800 000 francs. Sa voix s'est brisée, il a regardé le document, puis moi, puis le document à nouveau. Papa, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec l'argent de la vente du vignoble, nous avons investi dans la start-up de Michel Durand. Nous avons été ses premiers investisseurs. Ses seuls investisseurs, en fait, pendant les 2 premières années. Le silence qui a suivi était assourdissant. Étienne et Marianne me fixaient comme si je venais de leur annoncer que j'étais en réalité un agent secret ou un millionnaire déguisé. Tu veux dire que... a commencé Étienne, mais il n'arrivait pas à finir sa phrase. Je veux dire que sans cet investissement, Technosys n'aurait jamais vu le jour. Michel avait les idées, les compétences techniques, mais il n'avait pas un sou. Tous les investisseurs qu'il avait contactés avaient refusé. Il trouvait son projet trop risqué, pas assez rentable à court terme. Mais comment vous l'avez rencontré? Comment vous avez su pour son projet? Par ta mère. Cécile avait gardé contact avec quelques anciens de la fac. Michel l'avait appelé à l'automne 1981 pour lui demander conseil sur ses calculs d'algorithme. Il cherchait désespérément des financements. Il était au bord du découragement. Je me souvenais de cette soirée de novembre où Cécile était rentrée bouleversée de sa conversation téléphonique avec Michel. Elle m'avait raconté son projet, ses difficultés, son besoin urgent de capitaux pour déposer ses brevets et développer ses prototypes. Ta mère était passionnée par son projet, elle y croyait vraiment. Elle disait que Michel avait 10 ans d'avance sur ses concurrents, qu'il allait révolutionner la gestion informatique.
Et vous avez décidé d'investir ? Nous avons décidé d'investir. Enfin, pour être honnête, c'est surtout ta mère qui a décidé. Moi, je n'y comprenais rien à l'informatique, mais j'avais confiance en son jugement. Et puis, j'ai marqué une pause. La suite était plus difficile à avouer. Et puis, nous venions d'échouer avec le vignoble. Nous étions ruinés, démoralisés. Cette opportunité représentait peut-être notre dernière chance de faire quelque chose de grand, de laisser quelque chose à notre fils. À moi, Étienne semblait de plus en plus perdu. À toi, nous espérions que si l'investissement marchait, tu pourrais faire des études supérieures, avoir un avenir plus brillant que le nôtre. J'ai sorti d'autres documents, des lettres de Michel, des rapports d'activité, des comptes rendus de réunion. Voici les lettres que Michel nous envoyait régulièrement pour nous tenir au courant de l'évolution de la société. Regardez les dates, 1982, 1983, 1984. Étienne a pris une des lettres et a lu à voix haute « Chers Jean-Pierre et Cécile, grâce à votre soutien, nous avons pu déposer notre premier brevet et embaucher 2 ingénieurs. Les premiers tests sont très encourageants. Je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir fait confiance quand personne d'autre n'y croyait. Il y en a des dizaines comme ça, ai-je dit. Pendant 10 ans, Michel nous a régulièrement donné des nouvelles. Il nous considérait comme ses associés fondateurs. Marianne, qui était restée silencieuse, a enfin repris la parole. « Jean-Pierre, vous rendez-vous compte de ce que vous me dites ? Si Technosys vaut aujourd'hui ce qu'elle vaut, votre participation initiale. Notre participation initiale représentait 30% du capital. Aujourd'hui, Technosys emploie plus de 2000 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros par an. » Étienne s'est effondré sur sa chaise. « Papa, vous êtes en train de me dire que vous êtes millionnaire ? Non, nous ne sommes pas millionnaires. Mais si vous détenez 30% d'une société qui vaut, nous ne détenons plus rien du tout. » Le silence est retombé. Étienne et Marianne attendirent la suite, et je voyais dans leurs yeux qu'ils pressentaient quelque chose de dramatique. En 1987, ta mère est tombée enceinte. Enceinte ? Étienne a sursauté. Mais j'avais déjà 12 ans. Vous aviez un autre enfant ? Ta mère a fait une fausse couche au 6e mois. Une petite fille. Nous l'avons appelée Sophie. La douleur est remontée d'un coup. Après toutes ces années, parler de Sophie me serrait encore la gorge. Les frais médicaux ont été énormes. Ta mère a dû être hospitalisée pendant 2 mois. Et puis, elle n'était plus la même après ça. Elle était déprimée, elle se sentait coupable, elle avait peur de ne plus jamais pouvoir avoir d'enfant. « Papa, a commencé Étienne, mais je l'ai arrêté d'un geste. En 1988, nous avons appris que ta mère ne pourrait effectivement plus avoir d'enfant. Les médecins ont parlé de complications, de séquelles, elle était anéantie. Et moi, je ne savais plus quoi faire pour l'aider. J'ai sorti une nouvelle série de documents, des factures médicales, des ordonnances, des courriers d'assurance. C'est à ce moment-là que Michel nous a proposé de racheter nos parts. Technosys commençait à bien marcher. Il avait trouvé de nouveaux investisseurs et il voulait simplifier le capital. Il nous a offert 2 millions de francs pour nos 30%. 2 millions de francs ? Marianne calculait rapidement. Ça représente combien aujourd'hui ? Environ 600 000 euros. Une somme énorme pour nous à l'époque. Et vous avez accepté ? Nous avons accepté, mais pas pour nous. J'ai sorti le dernier document de la boîte, le plus important, celui qui révélait tout. Voici l'acte de donation que nous avons fait établir par Maître Bonnefoy, le notaire de Beaune. Étienne a pris le document. Ses mains tremblaient tellement qu'il arrivait à peine à le lire. Donation entre époux et descendants. Donateur, Jean-Pierre Moreau et Cécile Moreau. Donataire, Étienne Moreau, fils mineur. Il s'est arrêté. Il m'a regardé avec des yeux que je ne lui avais jamais vus. « Papa, vous m'avez donné cet argent ? Nous t'avons donné cet argent. Les 2 millions de francs de la vente de nos parts Technosys ont été placés sur un compte épargne à ton nom, avec un mandat de gestion que nous avons conservé jusqu'à ta majorité. Mais je n'ai jamais eu 2 millions de francs. Je ne me souviens de rien. Parce que nous n'en avons jamais parlé. Et parce que cet argent, nous ne l'avons pas gardé longtemps.
Étienne et Marianne attendaient la suite. J'ai pris mon temps pour expliquer la partie la plus difficile de l'histoire. En 1990, tu avais 15 ans. Tu étais brillant à l'école, mais tu ne savais pas encore ce que tu voulais faire. Ta mère et moi, nous commencions à nous inquiéter pour ton avenir. Les temps changeaient. Il fallait des diplômes, des relations, des opportunités. Et alors, Michel nous a recontactés. Techno6 était en pleine expansion. Ils cherchèrent des partenaires commerciaux en région. Michel nous a proposé de créer une filiale à Lyon avec un contrat d'exclusivité pour tout le Sud-Est. Une filiale dont tu serais devenu l'héritier naturel. L'idée était de monter cette affaire avec notre argent, de la développer pendant quelques années et de te la transmettre quand tu serais assez mûr pour la diriger. J'ai sorti les derniers documents, statut de société, contrats commerciaux, baux commerciaux, Techno6 Sud-Est, créé en janvier 1991. Capital de départ, 1,8 million de francs. Gérant, Jean-Pierre et Cécile Moreau. Actionnaire unique, Étienne Moreau. Vous avez créé une société à mon nom. Nous avons créé une société pour toi. Une société qui était censée te garantir un avenir professionnel brillant. Marianne examinait les statuts avec attention. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette société? Ma voix s'est cassée. La suite était la partie la plus douloureuse de toute l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est fait avoir. Magnifiquement avoir. Avoir. Par qui? Par Michel. Par notre cher Michel Durand, en qui nous avions une confiance aveugle. J'ai pris une grande inspiration avant de continuer. Au bout de 2 ans, Techno6 Sud-Est marchait très bien. Trop bien même. Nous avions déjà remboursé notre investissement initial et nous commencions à faire des bénéfices substantiels. C'est là que Michel nous a révélé son vrai visage. Comment ça? Il a invoqué une clause des contrats que nous n'avions pas comprise. Une clause qui lui donnait le droit de racheter toutes les filiales en cas de stratégie de développement incompatible avec la politique générale du groupe. Et vous avez accepté? Nous n'avions pas le choix. C'était écrit noir sur blanc dans les contrats que nous avions signés. Michel avait fait appel à des avocats parisiens, des ténors du barreau qui nous ont expliqué que nous n'avions aucun recours. Marianne a froncé les sourcils. Mais enfin, vous aviez bien un avocat, vous aussi? Nous avions fait confiance à Maître Bonnefoy, notre notaire de famille. Un brave homme, mais qui ne connaissait rien au droit des affaires. Il nous avait dit que les contrats étaient standards, qu'il n'y avait pas de problème. Et Michel vous a racheté à quel prix? 2,2 millions de francs, soit à peine plus que notre investissement initial. Mais c'était de l'escroquerie. C'était parfaitement légal. Michel avait juste été plus malin que nous. Il avait prévu dès le départ de récupérer sa filiale dès qu'elle serait rentable. Étienne était livide. « Papa, qu'est-ce que vous me dites ? Que Michel Durand vous a volé 2 millions de francs. Michel Durand nous a pris beaucoup plus que 2 millions de francs. Il nous a pris notre avenir, notre confiance, notre espoir de te laisser quelque chose. Mais vous auriez pu porter plainte. Vous auriez pu vous défendre. Porter plainte avec quoi? Nous n'avions plus d'argent pour payer des avocats. Et Michel, lui, il était devenu riche et puissant. Qui aurait cru 2 petits boulangers de village contre un chef d'entreprise respecté? Le silence s'est installé autour de la table. Étienne regardait fixement les documents étalés devant lui, comme s'il essayait d'absorber l'énormité de ce qu'il venait d'apprendre. « Vous avez tout perdu », a murmuré Marianne. « Nous avons tout perdu. L'argent du vignoble, l'argent des parts Techno6, l'argent de la filiale. Tout. En 1993, nous étions ruinés, plus ruinés qu'avant notre premier investissement. Et vous ne m'avez rien dit. Qu'est-ce qu'on t'aurait dit? Que tes parents étaient des imbéciles qui s'étaient fait avoir, que l'argent qu'ils voulaient te laisser était parti en fumée. Tu avais 18 ans, tu préparais ton bac, tu rêvais de faire des études supérieures. Justement, si j'avais su, j'aurais peut-être... Tu aurais peut-être quoi? Renoncer à tes études pour venir nous aider? C'est exactement ce que nous voulions éviter. J'ai ramassé quelques documents et je les ai remis dans la boîte. Nous avons décidé de ne rien dire. Ta mère et moi, nous nous sommes jurés de garder le secret jusqu'à la fin. Nous ne voulions pas que tu te sentes responsable de notre échec.
Mais papa, Étienne avait les larmes aux yeux. Si j'avais su, j'aurais pu vous aider plus tard, quand j'ai commencé à gagner ma vie. Tu nous as aidés. Tu nous as donné ta réussite. Quand tu as été embauché chez Technosys, quand tu as commencé à gravir les échelons, quand tu nous as annoncé tes promotions, tes augmentations, ta mère était si fière de toi. Mais je travaillais pour l'homme qui vous avait ruiné. Tu travaillais pour l'homme qui avait permis ta réussite. C'est différent. Comment ça? J'ai sorti la dernière lettre de Michel, celle que j'avais reçue en 2001. Lis ça. Étienne a pris la lettre et a lu à voix haute. « Cher Jean-Pierre, j'ai appris que votre fils avait postulé pour un poste de commercial chez Technosys. Je tenais à vous informer que j'ai donné des instructions pour que sa candidature soit examinée avec une attention particulière. Compte tenu de ce que votre famille a fait pour moi au début, c'est bien le moins que je puisse faire en retour. » Étienne m'a regardé avec des yeux exorbités. « Tu veux dire que mon embauche chez Technosys, ton embauche chez Technosys a été facilitée par Michel. Il ne t'a pas fait de cadeau, tu avais les compétences requises. Mais il s'est arrangé pour que ton dossier soit bien accueilli. Et mes promotions, tes promotions, tu les as méritées. Michel me l'a confirmé dans ses dernières lettres. Il disait que tu étais un des meilleurs commerciaux de la boîte, que tu avais hérité de l'intelligence de ta mère. » Marianne, qui avait écouté tout ça en silence, a enfin repris la parole. « Jean-Pierre, vous rendez-vous compte que vous venez de nous révéler que la carrière d'Étienne repose en partie sur votre sacrifice ? Je me rends compte surtout que je viens de révéler que nous avons pris tous les risques que nous pouvions prendre. Et même plus. J'ai regardé mon fils droit dans les yeux. Alors maintenant, Étienne, j'aimerais que tu me redises que je n'ai jamais rien risqué. » Il ne pouvait plus parler. Les larmes coulaient sur ses joues et je voyais qu'il luttait pour garder un semblant de contrôle. « Papa, je ne savais pas. Je ne pouvais pas savoir. Non. Tu ne pouvais pas savoir, mais tu aurais pu me faire confiance. Tu aurais pu croire que si j'avais choisi une vie simple, c'était peut-être parce que j'avais mes raisons. » Marianne s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre, comme si elle avait besoin de prendre l'air. « Cette histoire est incroyable. Vous avez sacrifié une fortune pour l'avenir d'Étienne et vous n'avez jamais rien dit. Nous avons fait ce que font tous les parents. Nous avons donné à notre fils les meilleures chances possibles de réussir sa vie. Mais au prix de la vôtre, notre vie n'était pas ratée. Nous étions heureux ensemble, ta mère et moi. Nous t'aimions, nous étions fiers de toi. L'argent, ce n'était qu'un moyen, pas une fin. » Étienne s'est levé brusquement et s'est dirigé vers l'évier. Je l'entendais sangloter, et cela me brisait le cœur. Je n'avais pas voulu le faire souffrir, je voulais juste qu'il comprenne. « Mon fils », ai-je dit doucement. Il s'est retourné vers moi, le visage ravagé. « Papa, pardonne-moi tout ce que j'ai dit ce soir. Toutes ces années où je t'ai jugé, où je t'ai pris pour... Tu n'as rien à te faire pardonner, tu ne savais pas. Mais j'aurais dû chercher à comprendre. J'aurais dû me poser des questions. Comment j'ai pu être aussi aveugle, aussi arrogant? Tu n'étais pas arrogant. Tu étais juste un fils qui avait réussi sa vie et qui s'inquiétait pour son père. C'est normal. » Marianne est revenue s'asseoir à table. « Jean-Pierre, il faut que je vous pose une question. Pourquoi nous révéler tout ça maintenant? Pourquoi avoir gardé le secret si longtemps pour le dévoiler aujourd'hui? Parce que j'en avais assez d'être pris pour ce que je ne suis pas. J'en avais assez qu'Étienne me regarde comme un échec vivant, comme un homme qui n'a jamais eu le courage de ses ambitions. Mais vous ne nous aviez jamais dit que ça vous blessait. À quoi bon? Vous aviez votre idée sur moi, et cette idée vous convenait. Le petit boulanger de village qui s'est contenté de sa condition modeste, ça arrangeait bien votre sentiment de supériorité. Mes mots étaient durs, mais ils étaient vrais. Et maintenant que j'avais commencé à vider mon sac, j'allais aller jusqu'au bout. Vous savez ce qui m'a le plus blessé ce soir? Ce n'est pas que vous pensiez que j'avais raté ma vie, c'est que vous pensiez que j'avais entraîné ta mère dans mon échec. » Étienne s'est rassis, visiblement ébranlé. «
Papa, je n'ai jamais voulu dire ça. Si, tu l'as dit. Tu as dit que maman aurait pu avoir une carrière brillante si elle ne m'avait pas épousé. Tu as dit qu'elle avait sacrifié ses ambitions pour notre vie de couple. Parce que je ne savais pas. Si j'avais su qu'elle avait choisi d'investir dans Technosis, qu'elle avait cru au projet de Michel. Ta mère n'a rien sacrifié du tout. Elle a fait des choix réfléchis, des choix assumés. Elle aurait pu reprendre ses études après ton adolescence. Elle aurait pu chercher un emploi dans sa spécialité, mais elle préférait sa vie avec moi. J'ai eu un sourire triste. Tu veux savoir ce qu'elle m'a dit quand Michel nous a racheté la filiale? Quand nous avons compris que nous avions tout perdu? Quoi? Elle m'a dit, tant mieux. On était en train de devenir des gens qu'on n'aimait pas. Maintenant, on va pouvoir redevenir nous-mêmes. Marianne a secoué la tête. Je ne comprends pas. Elle ne regrettait pas. Elle regrettait pour toi, Étienne. Elle regrettait de ne pas pouvoir te laisser l'héritage qu'elle avait rêvé. Mais elle ne regrettait pas notre choix de vie. Et vous, papa, vous ne regrettez pas? J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Je regrette de m'être fait avoir par Michel. Je regrette notre naïveté, notre confiance aveugle. Mais je ne regrette pas d'avoir essayé. Et je ne regrette surtout pas la vie que nous avons eue après. Même si vous auriez pu être riche, même si nous aurions pu être riches, l'argent, mon fils, c'est comme le sel dans la cuisine. Il en faut, mais si tu en mets trop, ça gâche le goût de tout le reste. Nous sommes restés silencieux pendant de longues minutes. Chacun digérait ce qui venait d'être révélé. Puis Étienne a repris la parole, d'une voix encore tremblante. « Papa, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Entre nous, je veux dire. Maintenant, tu vas rentrer chez toi avec Marianne. Tu vas réfléchir à tout ça. Et j'espère que la prochaine fois que tu viendras me voir, tu ne me regarderas plus comme un homme qui n'a jamais rien risqué. Et Michel Durand, vous ne voulez pas que je lui parle de vous? Michel Durand doit avoir près de 80 ans maintenant. Il a eu la vie qu'il voulait. Il a construit l'empire qu'il rêvait. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise? Que nous lui en voulons encore? À quoi bon? Mais il vous a volé. Il nous a bernés. Ce n'est pas pareil. Nous étions des adultes consentants, nous avons signé des contrats, nous avons pris des risques en connaissance de cause. Papa, vous êtes trop bon. Je ne suis pas bon. Je suis réaliste. Et puis, Michel nous a quand même rendu service sans le savoir. Comment ça? Il nous a appris une leçon importante. Que l'argent facile n'existe pas. Que les promesses des hommes d'affaires ne valent que ce qu'elles valent. Et que la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on a dans son portefeuille. J'ai commencé à ranger les documents dans la boîte. Et puis, il faut reconnaître que sans lui, tu n'aurais peut-être jamais eu la carrière que tu as eue. D'une certaine façon, notre investissement initial a fini par porter ses fruits. Pas de la manière que nous avions prévu, mais il a porté ses fruits quand même. Étienne s'est levé et s'est approché de moi. « Papa, est-ce que je peux vous demander quelque chose? » « Bien sûr. »« Est-ce que vous m'en voulez? De ne jamais avoir cherché à comprendre, de vous avoir jugé toutes ces années? Non, mon fils, je ne t'en veux pas. Tu es ce que tu es aussi grâce au sacrifice que nous avons fait. Ta réussite, c'est notre réussite. Mais j'ai été si arrogant, si... Tu as été un fils qui réussissait sa vie et qui voulait que son père soit fier de lui. Il n'y a rien de mal à ça. Il m'a pris dans ses bras. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que nous étions vraiment proches, vraiment complices. Merci, papa. Merci de m'avoir dit la vérité. Il était temps. Nous nous sommes séparés. Et j'ai vu que Marianne avait les yeux humides, elle aussi. Jean-Pierre, a-t-elle dit, je vous présente mes excuses. Pour ce soir et pour toutes les fois où j'ai pu vous juger sans vous connaître vraiment. Vous n'avez pas à vous excuser, Marianne. Vous ne pouviez pas deviner. Mais j'aurais pu essayer de vous comprendre au lieu de vous cataloguer. C'est fini maintenant. L'important, c'est qu'on se comprenne. Ils sont partis vers minuit. Au moment de franchir la porte, Étienne s'est retourné une dernière fois. « Papa, je reviendrai demain. Nous avons encore beaucoup de choses à nous dire. Tu seras toujours le bienvenu, mon fils. » Quand la porte s'est refermée, je me suis retrouvé seul dans ma cuisine silencieuse. Les assiettes du dîner étaient encore sur la table,
les verres à moitié vides, les documents étalés dans le désordre. J'ai tout rangé lentement, en prenant mon temps. Puis j'ai remis les papiers dans la boîte et j'ai refermé le couvercle. 43 ans de secrets venaient de s'envoler en une soirée. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais libéré. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une sensation étrange. Pour la première fois depuis des années, j'avais dormi d'un sommeil profond, sans ces réveils nocturnes qui me hantaient depuis la mort de Cécile. C'était comme si un poids énorme avait été retiré de mes épaules. Il était 8 heures quand j'ai entendu frapper à la porte. Étienne était là, seul, avec un sac de viennoiseries de la boulangerie du village et 2 cafés fumants. « Bonjour papa. Je me suis dit qu'on pourrait prendre le petit déjeuner ensemble. Où est Marianne ? Elle est rentrée à Lyon ce matin. Elle avait des rendez-vous importants au cabinet. Mais elle m'a demandé de vous dire qu'elle aimerait beaucoup revenir vous voir bientôt. Pour de vrai cette fois, pas en touriste. Nous nous sommes installés dans la cuisine, la même où tout avait éclaté la veille. Mais l'atmosphère était complètement différente. Plus de tension, plus de non-dit. Juste un père et son fils qui apprenaient à se redécouvrir. Papa, j'ai à peine fermé l'œil de la nuit. Je n'arrêtais pas de repenser à tout ce que vous m'avez dit. Et qu'est-ce que tu en conclus ? Je conclus que j'ai passé 45 ans à côté de mon père. Je conclus que j'ai été un fils indigne, aveugle, prétentieux. Étienne, arrête. Tu n'as été ni indigne, ni aveugle. Tu as juste été normal. 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 Un fils qui réussit sa vie a tendance à considérer que ses parents ont moins bien réussi la leur. C'est humain. Il a bu une gorgée de café en silence, puis m'a regardé droit dans les yeux. « Papa, il faut que je vous pose une question directe. Est-ce que vous me détestiez ? Quand je venais ici avec mes grands airs, mes leçons de vie, mes conseils non sollicités, est-ce que vous me détestiez ? Te détester ? Mon fils, comment pourrais-je détester ce pourquoi j'ai tout sacrifié ? Mais ça devait vous faire mal, non ? De m'entendre dire que vous n'aviez jamais rien risqué, que maman avait gâché sa vie. Ça me faisait mal, oui, mais pas pour les raisons que tu crois. Comment ça ? Ça me faisait mal parce que je voyais que tu ne me connaissais pas. Et qu'en ne me connaissant pas, tu passais à côté de quelque chose d'important. De quoi ? De la fierté que j'avais pour toi, de l'amour que j'avais pour toi, de la joie que me donnait ta réussite, même si tu me considérais comme un raté. Étienne a posé sa tasse et s'est pris la tête dans les mains. « Papa, comment vous faites pour ne pas m'en vouloir ? Comment vous faites pour être si généreux ? Parce que c'est ça, être parent. On donne sans compter, on aime sans condition, on pardonne sans limite. Même quand l'enfant vous méprise, tu ne me méprisais pas, tu me sous-estimais. C'est différent. Nous avons terminé notre petit déjeuner en parlant de choses et d'autres, du village, des voisins, de ses projets professionnels. Puis, vers 10 heures, il m'a fait une proposition qui m'a surpris. « Papa, ça vous dirait qu'on aille se promener ? J'aimerais que vous me montriez l'endroit où était le vignoble. Tu es sûr ? Ça risque d'être nostalgique. Justement, j'ai besoin de voir. J'ai besoin de comprendre d'où je viens vraiment. » Nous avons pris ma vieille Peugeot 205 et nous avons roulé jusqu'à Gevrey-Chambertin. Le trajet a duré 20 minutes, pendant lesquelles Étienne m'a bombardé de questions sur notre époque de vigneron. Vous vous leviez à quelle heure quand vous travailliez la vigne ? 5 heures, parfois 4h30 pendant les vendanges. Et maman ? Ta mère se levait en même temps que moi. Elle préparait le petit déjeuner. Elle s'occupait de toi, puis elle venait m'aider au vignoble avant d'aller à la boulangerie. Elle travaillait à la vigne. Ta mère avait des mains en or, pour la taille, pour la vendange, pour le tri des raisins. Elle apprenait vite et elle était méticuleuse. Les anciens du village disaient qu'elle avait l'instinct. Et vous n'étiez jamais tenté d'abandonner, même quand c'était difficile ? Si, bien sûr. Surtout la première année quand nous avons raté la vinification. Mais ta mère refusait d'abandonner. Elle disait qu'on n'avait pas le droit de baisser les bras, parce qu'elle pensait à moi, parce qu'elle pensait à nous, à notre famille, à notre avenir commun. Nous sommes arrivés sur l'ancienne propriété, ou plutôt sur ce qu'il en restait,
À la place du vignoble, il y avait maintenant un lotissement de maisons individuelles. Des pavillons modernes avec jardins paysagers et piscines hors sol. Résidence des Coteaux, ai-je lu sur le panneau d'entrée. Comme c'est original. Étienne est sorti de la voiture et a regardé autour de lui, visiblement ébranlé. Papa, c'était vraiment ici. C'était ici. La maison de maître était là où il y a cette villa beige avec la piscine. Les chais étaient là où il y a cette maison rouge avec le garage double. Et les vignes couvraient tout ça. 8 hectares de pinot noir, exposition sud-est, sol argilo-calcaire, un terroir exceptionnel. Nous avons marché dans le lotissement comme des fantômes visitant leur passé. Étienne s'arrêtait devant chaque maison, essayant d'imaginer ce qui se trouvait là avant. « Papa, ça ne vous fait pas mal de voir ça ?» Au début, si. Quand j'ai appris que le promoteur avait tout rasé, j'ai eu envie de pleurer. Mais maintenant, je me dis que ces maisons abritent des familles, des enfants qui grandissent, des rêves qui se construisent. C'est peut-être mieux que des vignes qui appartenaient à des gens qui n'y connaissaient rien. Nous nous sommes arrêtés devant la villa beige, celle qui était construite à l'emplacement de l'ancienne maison de maître. Elle ressemblait à quoi, votre maison? Une belle bâtisse bourguignonne du XVIIIe siècle. Murs en pierre dorée, toiture en tuiles vernissées, volets verts. Il y avait une terrasse qui donnait sur les vignes avec une vue magnifique sur la vallée. Et à l'intérieur, 4 chambres, 2 salons, une cuisine immense avec une cheminée en pierre. Ta mère rêvait d'y installer une grande table pour recevoir toute la famille. Nous avons habité là. Nous avons commencé les travaux de rénovation en 1979. Nous voulions nous y installer pour tes 10 ans. Mais vous avez dû vendre avant. Nous avons dû vendre avant. Un silence s'est installé entre nous. Je voyais qu'Étienne essayait d'imaginer la vie que nous aurions pu avoir ici. La vie que ses parents avaient rêvée pour lui. Papa, est-ce que je peux vous demander quelque chose d'indiscret? Vas-y. Est-ce que vous rêvez parfois de ce qui se serait passé si vous aviez réussi? Si Michel ne vous avait pas trompé? Bien sûr que j'y pense. Comment ne pas y penser? Et qu'est-ce que vous imaginez? J'imagine que nous aurions vécu dans cette maison, que tu aurais grandi au milieu des vignes, que tu aurais peut-être repris le domaine ou que tu aurais fait autre chose avec l'argent que nous t'aurions laissé. Et maman? Ta mère aurait peut-être repris ses études de mathématiques. Elle en parlait parfois. Elle disait qu'elle aimerait comprendre comment fonctionnaient les ordinateurs, ces machines qui commençaient à révolutionner le monde. Elle aurait pu travailler avec Michel? Elle aurait pu. Si Michel avait été honnête, si les choses s'étaient passées différemment, ta mère et lui auraient fait une belle équipe. Et vous? Moi, j'aurais appris la viticulture. J'en rêve encore parfois, tu sais, de ces gestes ancestraux, de cette connexion avec la terre, avec les saisons. Nous avons continué notre visite du lotissement en silence. Puis, au bout d'une allée, Étienne s'est arrêté net. « Papa, regardez !» Il pointait du doigt une pancarte plantée dans un jardin. Une pancarte que je n'avais pas remarquée. À vendre, terrain viticole, contact, domaine Michel Durand & Fils. Michel Durand a des terres ici, apparemment. Il a dû racheter une partie des parcelles au promoteur pour reconstituer un vignoble. Étienne a sorti son téléphone et a composé le numéro indiqué sur la pancarte. « Allô? Bonjour, j'appelle au sujet des terrains viticoles à vendre. Oui, je suis intéressé. Gevrey et Chambertin, oui. Ce serait possible de visiter aujourd'hui? Parfait, nous arrivons. Nous? Ai-je demandé? Papa, faites-moi confiance. J'ai envie de rencontrer cet homme. J'ai envie de voir qui est vraiment Michel Durand. Étienne, qu'est-ce que tu veux prouver? Ça ne changera rien au passé. Je ne veux rien prouver. Je veux juste comprendre. Nous avons pris la route vers le domaine Michel Durand en Fils, situé à quelques kilomètres de là. Pendant le trajet, j'étais partagé entre l'appréhension et la curiosité. Revoir Michel après plus de 20 ans, qu'est-ce que cela allait me faire? Le domaine était impressionnant. Un château du 19e siècle entouré de vignes à perte de vue, des bâtiments d'exploitation ultra-modernes, un parking rempli de voitures de luxe.
Visiblement, Michel avait bien réussi dans la viticulture. Nous nous sommes présentés à l'accueil et quelques minutes plus tard, un homme d'une 60aine d'années est venu nous chercher. « Bonjour, je suis Philippe Durand, le fils de Michel. Mon père va vous recevoir dans son bureau. » Philippe nous a guidés à travers le château jusqu'à un bureau cossu qui donnait sur les vignes. Et là, derrière un imposant bureau en chêne massif, j'ai reconnu Michel Durand. Il avait vieilli, bien sûr. 78 ans, les cheveux blancs, le visage buriné. Mais le regard était le même, vif, perçant, calculateur. « Messieurs, asseyez-vous. Philippe me dit que vous êtes intéressés par nos terrains de Gevrey-Chambertin. » Il ne m'avait pas reconnu. 40 ans, ça change un homme, surtout quand on n'a pas gardé de contact. « Monsieur Durand, » a commencé Étienne, « permettez-moi de vous présenter mon père, Jean-Pierre Moreau. » Michel a levé les yeux de ses papiers et m'a regardé attentivement. J'ai vu le moment exact où il m'a reconnu. Ses yeux se sont écarquillés, son visage s'est figé. Jean-Pierre Moreau, le boulanger de Centenay, lui-même. Un silence pesant s'est installé dans le bureau. Philippe Durand nous regardait tour à tour, visiblement perplexe devant la tension soudaine. « Papa, » a dit Philippe, « vous vous connaissez ?»« Oui, » a répondu Michel d'une voix blanche. « Nous nous connaissons. Jean-Pierre et sa femme. Comment va Cécile, au fait ?»« Cécile est morte il y a 10 ans. » Michel a accusé le coup. Il a fermé les yeux un instant, puis les a rouverts. « Je suis désolé, je ne savais pas. Cécile c'était une femme remarquable. »« Oui, » ai-je répondu simplement. « C'était une femme remarquable. » Étienne a pris la parole. « Monsieur Durand, je suis Étienne Moreau, le fils de Jean-Pierre et Cécile. Je travaille chez Technosys depuis 10 ans. »« Vous travaillez chez Technosys ?» Michel semblait de plus en plus déstabilisé. « Mais vous êtes Étienne Moreau, le directeur commercial Europe. »« C'est bien moi. Mon Dieu, je n'avais jamais fait le rapprochement. Moreau, c'est un nom si courant. Apparemment, » a dit Étienne d'un ton neutre. Michel s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre, nous tournant le dos. « Philippe, peux-tu nous laisser seuls, s'il te plaît? Cette conversation, c'est personnel. » Philippe a quitté le bureau, non sans nous avoir lancé un regard intrigué. Une fois seul, Michel s'est retourné vers nous. « Jean-Pierre, je suppose que vous n'êtes pas venu ici par hasard. » « En effet, et je suppose que vous m'en voulez toujours pour ce qui s'est passé avec la filiale. » « Nous ne vous en voulons pas, Michel. Nous venons juste de comprendre certaines choses. » « Comprendre quoi ?» Étienne s'est penché vers lui. « Monsieur Durand, hier soir, mon père m'a révélé toute l'histoire. L'investissement initial dans Technosys, la création de la filiale, votre rachat, tout. » Michel s'est rassis lourdement dans son fauteuil. « Tout, y compris le fait que vous avez facilité mon embauche chez Technosys. »« Ah, alors maintenant, j'aimerais comprendre. Pourquoi ? Pourquoi avoir aidé le fils de l'homme que vous aviez berné ?» Michel a pris son temps avant de répondre. Il fixait ses mains, évitant nos regards. « Parce que je leur devais bien ça, » a-t-il fini par murmurer. « Vous nous deviez bien ça ?» J'ai répété sa phrase, incrédule. « Jean-Pierre, vous ne vous rendez pas compte. Sans vous, sans Cécile, Technosys n'aurait jamais existé. » Nous le savons. Non, vous ne savez pas. Personne ne sait. En 1982, j'étais fini, ruiné. J'avais épuisé tous mes contacts, tous mes recours. Les banques ne voulaient plus entendre parler de moi. Les investisseurs me claquaient la porte au nez. J'étais à 2 doigts de tout abandonner. Il s'est levé et s'est dirigé vers un classeur, d'où il a sorti une chemise cartonnée. Et puis Cécile m'a appelé. Cette femme extraordinaire, avec son cerveau mathématique et sa générosité, elle m'a dit « Michel, nous avons de l'argent. Pas énormément, mais si tu penses vraiment que ton projet peut marcher, nous sommes prêts à prendre le risque avec toi. » Nous le savons, Michel, nous étions là, vous vous souvenez? Vous étiez là, oui, mais vous ne saviez pas que vous me sauviez la vie. Littéralement. Il a ouvert la chemise et en a sorti des documents. Regardez. Ce sont mes relevés bancaires de mars 1982. J'étais à découvert de 50 000 francs.
Mon propriétaire me réclamait 6 mois d'arriéré de loyer. Ma femme parlait de divorce parce qu'elle ne supportait plus mes échecs répétés. Michel, non, laissez-moi finir. Vous m'avez donné 800 000 francs sans garantie, juste sur la foi du projet de Cécile. Vous m'avez fait confiance quand personne d'autre ne voulait me faire confiance. Et alors, 2 ans plus tard, j'ai trahi cette confiance. J'ai utilisé des clauses légales pour récupérer votre filiale, alors que moralement, elle vous appartenait. Étienne s'est penché vers lui. Pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Michel a eu un sourire amer. Parce que j'avais peur. Peur que vous vous rendiez compte à quel point Techno6 Sud-Est marchait bien. Peur que vous exigiez une plus grosse part des bénéfices. Peur de perdre le contrôle de mon entreprise. Nous n'aurions jamais... Je le sais maintenant. Mais à l'époque, j'étais aveuglé par la cupidité. Je commençais à gagner de l'argent, beaucoup d'argent, et je ne voulais plus partager avec personne. Même avec ceux qui vous avaient permis d'exister, surtout avec eux, parce qu'ils me rappelaient que je n'étais pas vraiment un self-made man, que je devais mon succès à leur générosité. Un silence s'est installé. Michel semblait accablé par ses propres révélations. « Vous savez ce qui est le plus ironique ?» a-t-il repris. « Techno6 Sud-Est m'a rapporté exactement ce que je vous avais versé pour le rachat. Ni plus, ni moins. Comme si l'argent était maudit. Comment ça? J'ai revendu la filiale 3 ans plus tard à un concurrent allemand pour 2,2 millions de francs, exactement le prix que je vous avais payé. Et qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? J'ai acheté mes premières vignes, ici, en Bourgogne, comme pour me rapprocher de vous, de vos racines. » Il a eu un rire sans joie. « Pendant 20 ans, j'ai essayé de me convaincre que j'avais bien fait, que les affaires, c'était comme ça, que vous étiez des naïfs et moi un businessman intelligent. Et maintenant? Maintenant, je suis un vieil homme riche qui dort mal la nuit. Un homme qui a construit un empire sur la trahison de ses plus fidèles soutiens. » Étienne l'a regardé droit dans les yeux. « Monsieur Durand, est-ce que vous regrettez? » « Je regrette tous les jours, mais les regrets ne changent rien au passé. Non, mais ils peuvent peut-être changer l'avenir. Que voulez-vous dire? » Étienne s'est tourné vers moi. « Papa, est-ce que vous me faites confiance? » « Évidemment. Alors laissez-moi gérer la suite. » Il s'est retourné vers Michel. « Monsieur Durand, vous avez facilité mon embauche chez Techno6 par culpabilité. Vous m'avez aidé dans ma carrière pour essayer de racheter vos fautes envers mes parents. C'est exact. Eh bien, j'ai une proposition à vous faire. Une proposition qui pourrait nous soulager tous de ce poids. Je vous écoute. Vous vendez des terrains viticoles à Gevrey-Chambertin. Les terrains qui se trouvent exactement là où était le vignoble de mes parents. Oui, et alors? Je veux les acheter, pour les rendre à mon père. » J'ai sursauté. « Étienne, qu'est-ce que tu dis? Papa, vous m'avez donné toute votre vie pour que je réussisse la mienne. Maintenant, c'est à moi de vous donner quelque chose en retour. Mais mon fils, ces terrains coûtent une fortune. J'ai une fortune que je dois en grande partie au sacrifice que vous avez fait. » Michel nous regardait tour à tour, visiblement ému. « Étienne, ces terrains valent plus de 2 millions d'euros. Et alors? Vous avez 2 millions d'euros? Monsieur Durand, en 10 ans chez Techno6, j'ai gagné beaucoup d'argent. Et contrairement à mes parents, je n'ai jamais eu d'enfant pour qui le dépenser. Ces 2 millions, je les ai. » Michel s'est levé et s'est dirigé vers son coffre-fort. Il en a sorti une liasse de documents. « Étienne, si vous êtes sérieux, si vous voulez vraiment faire ça, je suis très sérieux. Alors je vais vous faire une contre-proposition. » Il a posé les documents sur son bureau. « Ces terrains, je ne vous les vends pas. Je vous les donne. » « Quoi? Vous m'avez bien entendu. Je donne ces 8 hectares de Gevrey-Chambertin à Jean-Pierre Moreau, gratis, pour compenser en partie ce que je lui ai volé il y a 20 ans. Michel, c'est ridicule. Ai-je commencé? Non, Jean-Pierre, c'est justice. Ces terrains, je les ai achetés avec l'argent que j'avais gagné grâce à votre investissement initial. D'une certaine façon, ils vous appartiennent déjà. » Étienne le regardait avec stupéfaction. « Monsieur Durand, vous êtes sérieux? Parfaitement sérieux. À une condition. »
Laquelle? Que Jean-Pierre accepte aussi autre chose. Michel s'est dirigé vers un autre classeur et en a sorti une chemise rouge. Voici les statuts de Techno6, la société que j'ai créée grâce à l'argent de vos parents. Et alors? Aujourd'hui, Techno6 vaut environ 200 millions d'euros. J'en détiens 60% des parts, mes enfants 30%, et divers investisseurs les 10% restants. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Je veux donner 5% des parts de Techno6 à Jean-Pierre. 5% qui valent aujourd'hui environ 10 millions d'euros. Le silence qui a suivi était total. J'avais l'impression de rêver, de vivre une scène irréelle. Michel, vous ne pouvez pas faire ça. Si, je peux, et je dois. Jean-Pierre, ces 5% représentent à peu près la valeur actuelle de votre investissement initial, plus-value comprise. C'est ce que vous devriez avoir aujourd'hui si je ne vous avais pas volé. Mais vos enfants, vos associés, ils ne vont jamais accepter ça. Mes enfants sont déjà richissimes. Mes associés n'ont rien à dire. Ces parts viennent de ma portion personnelle. Et puis, il a eu un sourire triste. Et puis, j'ai 78 ans. Il est temps que je fasse la paix avec mon passé. Étienne s'est tourné vers moi. Papa, qu'est-ce que vous en dites? J'étais abasourdi. En l'espace d'une conversation, je venais de récupérer le vignoble de mes rêves et de devenir actionnaire de l'entreprise qui m'avait ruiné 40 ans plus tôt. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui, a murmuré Michel. S'il vous plaît, laissez-moi corriger ma plus grosse erreur. Michel, Jean-Pierre, j'ai 80 ans. Je n'ai plus très longtemps à vivre. Ne me laissez pas emporter ce poids dans ma tombe. J'ai regardé Étienne, puis Michel, puis encore Étienne. Mon fils me souriait, les yeux brillants. Papa, acceptez. Pour maman, pour vous, pour nous. Tu crois que ta mère aurait voulu que j'accepte? Je crois que maman aurait voulu que justice soit rendue et qu'elle aurait adoré vous voir reprendre ce vignoble. J'ai pris une grande inspiration. D'accord, Michel. J'accepte. Michel a fermé les yeux, visiblement soulagé. Merci, Jean-Pierre. Merci de me permettre de mourir en paix. Ne dites pas de bêtises. Vous avez encore de belles années devant vous. J'espère. Et j'espère que nous pourrons les passer en bons voisins. Parce que maintenant nous sommes voisins. Comment ça? Mon domaine jouxte vos nouvelles terres. Nous allons pouvoir nous entraider, partager nos expériences. Étienne a éclaté de rire. Papa, vous vous rendez compte? À 74 ans, vous redevenez vigneron. Je deviens vigneron. Pour la première fois de ma vie, vraiment vigneron. Michel s'est approché de moi et m'a tendu la main. Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez me pardonner? Michel, le pardon, ça ne se demande pas, ça se gagne. Et comment est-ce que je peux le gagner? En m'aidant à faire du bon vin. Vous avez 40 ans d'expérience. J'ai 74 ans d'envie d'apprendre. Nous pourrions faire une bonne équipe. Vous seriez d'accord pour que je vous conseille? Je serais honoré que vous me conseilliez. Nous nous sommes serrés la main. Une poignée de main qui scellait la paix entre deux vieux hommes qui avaient trop longtemps porté le poids de leur passé. Bon, a dit Étienne, maintenant il va falloir que j'apprenne à aimer le vin. Parce que j'ai l'impression que les repas de famille vont prendre une nouvelle dimension. Nous avons ri tous les trois. Un rire libérateur, joyeux, qui marquait le début d'une nouvelle époque. Philippe Durand est revenu dans le bureau quelques minutes plus tard pour nous trouver en grande conversation autour d'une carte des appellations bourguignonnes. Papa, qu'est-ce qui se passe? Philippe, je te présente Jean-Pierre Moreau, notre nouveau voisin et partenaire, et Étienne, son fils, qui travaille chez Techno6, partenaire. Michel a eu un sourire malicieux. Philippe, prépare les contrats. Nous venons de faire la plus belle affaire de notre vie. Le soir même, nous étions de retour à Centenay. Étienne a voulu rester dîner pour fêter ça, comme il disait. Nous avons ouvert une bonne bouteille et nous avons parlé jusqu'à tard dans la nuit. Papa, vous vous rendez compte de ce qui nous arrive? J'ai du mal à réaliser, c'est vrai. Demain, vous allez être propriétaire d'un domaine viticole et actionnaire d'une multinationale. C'est incroyable.
Ce qui est incroyable, c'est que tout ça soit arrivé grâce à toi, grâce à moi. Si tu n'avais pas voulu rencontrer Michel, si tu n'avais pas eu le courage de lui parler, rien de tout ça ne serait arrivé. Papa, est-ce que vous allez vraiment vous lancer dans la viticulture à votre âge? Pourquoi pas? J'ai le temps, j'ai l'énergie et maintenant j'ai les moyens. Et puis, j'aurai de bons conseils. Vous pensez vraiment que Michel va vous aider? J'en suis sûr. Cet homme porte une culpabilité énorme depuis 20 ans. Il va tout faire pour se racheter. Et vous lui faites confiance? Étienne, à 78 ans, on ne triche plus. Michel a fait ses comptes avec la vie. Maintenant, il veut juste finir proprement. Nous nous sommes couchés tard, repus de cette journée extraordinaire. Mais avant de monter dans ma chambre, j'ai eu envie de passer dans celle de Cécile. J'y allais parfois, quand je me sentais seul, quand j'avais besoin de sa présence. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, je n'y suis pas allé pour pleurer. J'y suis allé pour partager ma joie. Cécile, ma chérie, j'espère que tu nous vois. J'espère que tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui. Notre fils, notre merveilleux fils nous a rendu justice. Et Michel, tu te souviens de Michel? Il a fini par comprendre. Il a fini par faire ce qui était juste. J'ai pris sa photo sur la table de nuit. Cette photo où elle souriait dans le vignoble. En 1981. Ma chérie, nous allons retrouver nos vignes. Pas les mêmes, mais presque. Et cette fois, nous savons ce que nous faisons. Cette fois, nous ne nous ferons plus avoir. J'ai embrassé la photo et je l'ai reposée. Dors bien, mon amour. Demain commence notre nouvelle vie. Le lendemain matin, Étienne est reparti pour Lyon avec la promesse de revenir le week-end suivant pour m'aider à organiser la reprise du vignoble. Nous avions rendez-vous avec Philippe Durand pour visiter les installations et établir un programme de travaux. Avant de partir, mon fils m'a pris dans ses bras. « Papa, merci. » « Merci de quoi? » « Merci de m'avoir fait découvrir qui vous étiez vraiment. Merci de m'avoir montré ce que c'est que d'être un homme de courage et de sacrifice. » « Étienne, non, laissez-moi finir. J'ai 45 ans, et c'est seulement aujourd'hui que je découvre que mon père est un héros. Pas un héros de guerre, pas un héros médiatique, mais un héros du quotidien. Un homme qui a donné sa vie pour que son fils réussisse la sienne. Tu exagères. Non, papa, je n'exagère pas. Et maintenant, c'est à moi de prouver que je mérite tous les sacrifices que vous avez faits. Tu n'as rien à prouver. Tu as réussi. Tu es heureux, tu as une vie belle et riche, c'est tout ce que nous voulions. Papa, est-ce que vous me permettez de vous poser une dernière question? Bien sûr. Si vous aviez su au moment de vendre le vignoble que Michel allait vous tromper, l'auriez-vous vendu quand même? J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Oui, je l'aurais vendu quand même. Pourquoi? Parce que même si Michel nous a trahis, même si nous avons tout perdu financièrement, notre investissement a fini par porter ses fruits. Pas de la manière que nous avions prévu, mais il a porté ses fruits. Comment ça? Étienne, regarde-toi. Regarde l'homme que tu es devenu. Regarde la carrière que tu as eue. Regarde la réussite que tu affiches. Tout ça, c'est grâce à cet investissement initial, grâce à cette prise de risque que nous avons faite en 1982. Papa, notre argent a servi à créer Technosys. Technosys t'a donné un emploi, puis une carrière. Cette carrière t'a donné la réussite et l'argent. Cet argent t'a permis aujourd'hui de me racheter le vignoble. La boucle est bouclée. Étienne m'a regardé avec admiration. Vous voyez les choses de manière si belle. Je vois les choses comme elles sont. Nous avons planté un arbre en 1982. Nous avons cru qu'il était mort, mais en fait, il continuait à pousser en secret. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, nous récoltons ses fruits. Après le départ d'Étienne, je me suis retrouvé seul dans ma cuisine. Mais pour la première fois depuis des années, cette solitude ne me pesait pas. J'étais habité par une énergie nouvelle, une envie de me remettre au travail, de retrousser mes manches. À 74 ans, j'allais recommencer ma vie. À 74 ans, j'allais enfin réaliser le rêve que Cécile et moi avions caressé 40 ans plus tôt.
J'ai pris un carnet et j'ai commencé à noter tout ce que je devais faire. Visiter les vignes, rencontrer les ouvriers agricoles, étudier les techniques modernes de vinification, préparer la prochaine vendange. Une nouvelle aventure commençait. Et cette fois, je savais qu'elle se terminerait bien. Car cette fois, j'avais la sagesse de l'expérience, la force de la détermination et surtout, l'amour inconditionnel de mon fils. Cette fois, j'étais prêt à tout. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Je sais que ce n'était pas facile de m'entendre raconter toutes ces épreuves, tous ces secrets gardés pendant si longtemps. Mais aujourd'hui, je peux vous le dire avec certitude. Parfois, la vie nous offre une seconde chance. Parfois, la justice finit par triompher, même 40 ans plus tard. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Michel Durand méritait une seconde chance? Est-ce que j'ai eu raison d'accepter sa proposition? Est-ce que vous auriez fait la même chose à ma place? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Votre avis compte beaucoup pour moi, et qui sait, peut-être que votre histoire ressemble un peu à la mienne. Aujourd'hui, je cultive mes vignes avec la joie d'un homme qui a enfin trouvé sa place. Et chaque bouteille que je produis porte en elle 40 ans de patience, d'espoir et d'amour. C'est ça, la vraie richesse de la vie.